Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir aujourd'hui de partager avec vous cette présentation intitulée Le cognitivisme. Alors, un travail traité par moi-même, M. Brahim Chijri, M. Mohamed Hamzil et M. Ali Elbaz, encadré par notre professeur M. Brahim El-Rafiq. Alors, ce sujet donc est une thématique, si vous voulez, essentielle et actuelle dans le domaine de l'éducation. Et voilà bien sûr un impact sur le processus d'apprentissage. Alors, dans cet exposé, il y aura quatre parties. D'abord, nous allons commencer par la question pourquoi les théories d'apprentissage. Ensuite, la définition, une petite histoire de cognitivisme. Et après, M. Mohamed Hamzil prendra la parole pour nous expliquer la stratégie, le mécanisme de cette théorie cognitivisme. Et à la fin, on traitera quelques applications de cognitivisme et les limites de cette théorie par notre cher ami Ali Elbaz. Alors, comme vous le savez, les problèmes qui entravent le processus d'enseignement et d'apprentissage ont incité les chercheurs et les penseurs à trouver des solutions pratiques pour faciliter le transfert des connaissances. Alors, c'est pour cela, les théories d'apprentissage cherchent à expliquer comment les individus acquièrent des connaissances et des compétences. Ils fournissent un cadre pour comprendre les processus d'apprentissage pour concevoir des méthodes d'enseignement efficaces. Alors, le cognitivisme est une grande théorie d'apprentissage qui met l'accent sur le rôle des processus mentaux dans l'apprentissage. Selon les cognitivistes, l'apprentissage est un processus actif par lequel les individus traitent, stockent et récupèrent des informations. Comme histoire, le cognitivisme naît autour des années 60 en réaction au behaviorisme par les deux psychologues américains Jérôme Browning et George Miller, au lieu de devoir assimiler des comportements observables, l'apprenant doit désormais prendre conscience qu'il fait appel à des schémas mentaux lorsqu'il acquiert un savoir. Alors, cette perception de l'apprentissage a connu un réel succès qui lui a permis de détrôner le behaviorisme, ainsi que les méthodes d'enseignement qui en découlent font appel à différentes stratégies pour favoriser l'assimilation des savoirs par le cerveau. Aussi, elles permettent également de mieux prendre en compte la diversité de profils des apprenants, car les formations laissent davantage de place aux variables individuelles. Maintenant, donc, on laisse la parole à notre cher ami, M. Mohamed Hamzil, pour nous expliquer les mécanismes et le processus d'apprentissage par la théorie cognitivisme. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je vais reprendre la présentation présentée par M. Brahim Chajir et on va finir par le présentateur Ali Elbaz. Donc d'abord, je tiens à remercier Monsieur le professeur qui nous a donné l'opportunité de pouvoir explorer ces théories d'apprentissage. Donc sans plus tarder, je vais reprendre ce que mon collègue a dit à propos du cognitivisme. Il a défini le cognitivisme et il a donné un aperçu historique à propos de cette théorie. Donc, moi, je vais enchaîner avec les mécanismes et le processus d'apprentissage. Donc, sans plus tarder,
Apprendre, oui, mais comment? Donc, le cognitivisme est venu pour faire face au courant behavioriste qui a négligé cette boîte noire que l'on appelle le cerveau. Donc, ce cerveau qu'on va découvrir, c'est comme un médecin qui se sert du fonctionnement du corps humain pour soigner son patient. L'enseignant doit aussi savoir le processus de où va l'apprentissage, si on peut dire ça. Donc, le cognitivisme est du système intelligent et humain artificiel qui, à travers des symboles, permet de traiter des informations. Ce traitement est ce qu'on appelle la pensée. Donc, les objectifs, c'est que on va définir les composantes du schéma cognitif et on va connaître les façons d'apprentissage. De cela, la problématique est comment l'apprenant interprète, encadre et transforme l'information à partir de son environnement. Donc, dans l'architecture cognitive, il y a 3 mémoires. La mémoire sensorielle à long terme et la mémoire à court terme. Sensorielle, c'est comme son nom l'indique, il est lié aux 5 sens, donc les stimulus qu'on reçoit. Il ne dure que quelques secondes. Alors que la mémoire à long terme, c'est un réservoir limité de connaissances dont on se sert à chaque fois pour résoudre un problème. Alors, il se divise en 2 mémoires, épisodique et sémantique. Épisodique pour les souvenirs et sémantique pour les connaissances. Et la mémoire à court terme, c'est une mémoire qui est liée à la rétention d'informations pour résoudre un problème dans une durée qui est très, très courte. Alors, concernant les modes d'apprentissage, Philippe Mérieux a distingué 3 modes. Le mode iconique, il est lié à l'image. Le mode inactif, il est lié à la mémoire de travail, c'est-à-dire l'action. Et le mode symbolique, il est lié au langage et aux mathématiques, c'est-à-dire l'encodage. Donc, les phases de développement d'une compétence. Donc, Jérôme Brunner a dit que connaître est un processus, c'est-à-dire c'est un trajet qui n'est pas fini, non pas un produit qui est prêt. Donc, la première phase, c'est la phase de la charge cognitive, c'est traiter un très grand nombre d'informations comme il s'agit d'une seule unité. Chunks. La construction de représentation vient de conception. Après, il y a la phase d'acquisition. C'est un enseignement explicite accompagné d'une supervision et d'un questionnement régulier. Donc, il y a la pratique répétée, ce qu'on utilise en classe, et pour atteindre un niveau de maîtrise élevé de l'apprentissage. Il vient encore la phase de rétention, où l'apprenant doit retenir ce qu'il a acquis. Après la phase E, c'est la phase de transfert. On distingue deux types de transfert. C'est un transfert vertical, donc planification des apprentissages, reproduction, et horizontal, c'est-à-dire évaluer ses compétences et ses acquis dans des situations qui sont différentes. Donc, la partie elle est très longue. Le cognitivisme est un courant très 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 large. Donc, on est limité par le temps pour pouvoir développer plusieurs notions. Mais j'espère que ça a été utile pour tout le monde. Et je passe la parole à mon collègue, Monsieur Ali Elbaz, pour développer la partie qui concerne les applications et les limites. Merci pour votre attention. Bonjour, bonsoir, monsieur le professeur. Bonjour, bonsoir, chers collègues. Alors, on va enchaîner directement par le cognitivisme, application et limites. On va commencer par l'application. Le cognitivisme est une approche théorique qui met l'accent sur les processus cognitifs impliqués dans l'apprentissage. Donc voici quelques applications du cognitivisme. Tout d'abord, dans le domaine de l'enseignement, le cognitivisme est utilisé pour concevoir des méthodes d'enseignement qui favorisent l'apprentissage actif et la résolution de problèmes. Dans le domaine de la formation professionnelle, le cognitivisme est utilisé pour former les employés à des tâches complexes et à développer leurs compétences. Et dans le domaine de la thérapie cognitive, le cognitivisme est utilisé pour traiter les troubles mentaux tels que la dépression
et l'anxiété. Et c'est là qu'on va prendre exemple d'une personne, d'un patient qui souffre d'angoisse lorsqu'il doit parler devant un public ou bien lorsqu'il prend la parole devant un public. Donc là, le thérapeute va procéder à 5 démarches pour remédier à ce problème et pour aider cette personne ou bien ce patient. Donc la première démarche, c'est celle de l'identification des pensées automatiques. Donc le thérapeute va aider la personne, le patient à repérer ses idées telles que je vais échouer, les autres vont se moquer de moi. Et on passe à la deuxième démarche, celle de l'analyse cognitive. Là, le thérapeute va apprendre, va aider le patient à remettre et à apprendre à remettre ses idées en question. Elle va apprendre à remettre en question ses idées et elle va se poser des questions telles que: ai-je des preuves que je vais échouer? Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Pour passer à la troisième démarche, celle de la restructuration cognitive, et c'est là où le thérapeute va aider le patient, bien la personne, à remplacer ses pensées négatives par des pensées plus réalistes, telles que: je suis préparé, je peux foncer, même si je fais des erreurs, des fautes, ce n'est pas grave. Et on passe à la quatrième démarche, c'est de la mise en pratique, ou bien c'est l'étape de l'exercitation. C'est là où le thérapeute va donner des exercices d'application à cette personne, à ce patient, tels que l'occasion de prendre la parole devant un groupe restreint. Et pour la dernière, la terminale, la dernière démarche, c'est la démarche du développement de la métacognition. C'est là où le patient va apprendre à observer ses propos, ses réactions, et c'est là où il devient capable de gérer ses émotions, ses réactions, que ce soit à long terme ou bien à court terme. Et on passe au quatrième domaine d'application, celui de la conception du système d'information. Là, le cognitivisme est utilisé pour concevoir des systèmes d'information qui sont faciles à utiliser et à comprendre. On passe maintenant aux limites. Le cognitivisme est une approche utile pour comprendre l'apprentissage, mais il a des limites qu'il faut prendre en compte pour avoir une vision plus complète de l'apprentissage humain. La première limite, c'est que le cognitivisme est réductionniste, ou bien le réductionnisme. Le cognitivisme peut réduire l'apprentissage à des processus cognitifs individuels négligeant les facteurs sociaux et émotionnels. Deuxième limite, c'est le manque d'attention au contexte. Le cognitivisme peut négliger l'impact du contexte sur l'apprentissage. Troisième limite, c'est la limite de la focalisation sur l'individu. Là, le cognitivisme peut oublier l'importance des interactions sociales dans l'apprentissage. Et la quatrième, et c'est là qu'on va prendre exemple, celle de la difficulté, ou bien c'est la difficulté à expliquer les processus créatifs. Là, le cognitivisme peut avoir du mal à expliquer les processus créatifs et intuitifs. Et on va prendre exemple d'un élève, par exemple, qui invente une histoire originale avec des idées originales et imaginatives. Donc l'interprétation cognitiviste que l'enseignement ou bien l'enseignant peut faire, c'est là l'enseignant il va procéder à analyser ou bien il peut analyser la mémoire utilisée, la logique de construction des idées, les étapes de la planification que l'élève a utilisé pour établir ou bien pour élaborer son histoire. Donc les limites ici, c'est que cette approche cognitiviste n'explique pas clairement d'où viennent ces idées originales, pourquoi l'élève a imaginé ces éléments, bien peut-être des éléments inattendus, ou bien des idées inattendues et qu'il n'a même pas vu au cours, ou bien dans les cours. Si le cognitivisme ne peut pas expliquer le rôle de l'imagination, des émotions et de l'intuition. Le constat qu'on peut faire ici, c'est que la créativité ne se réduit pas à un simple traitement d'information. On passe à la cinquième limite, c'est la nature de la tâche d'apprentissage. Quand les tâches cibles ne présentent pas de similitude aux tâches sources,
là le transfert devient difficile. Le degré de similitude existant entre la tâche actuelle d'apprentissage avec les connaissances préacquises par le sujet apprenant est requis alors pour que le transfert ait lieu. La limite reliée aux acquis, là la problématique des acquis du sujet apprenant en sa capacité est de reconnaître les similitudes existantes entre le contexte d'origine des tâches sources et le contexte du transfert souhaité dans les tâches cibles. Et la fin, la dernière limite, c'est la limite en relation avec le contexte. Là, le transfert va s'avérer difficile si le contenu d'apprentissage est enseigné dans un autre contexte ou bien dans un contexte unique, non à l'intérieur de contextes différents. Et pour conclure enfin, le cognitivisme a été une théorie influente dans l'étude de la cognition. Cependant, malgré ses contributions, le cognitivisme a des limites, notamment en ce qui concerne la complexité de la cognition humaine et la nécessité de prendre en compte les facteurs contextuels et environnementaux. Et c'est ici que le connectivisme intervient pour offrir une perspective plus dynamique, plus réaliste de la cognition. Merci pour votre attention.